Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler de... J'ai essayé de faire en live, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Je vais vous parler des 50 ans du Festival d'Angoulême avec la polémique au sujet de Bastien Vivès. 50e anniversaire du Festival d'Angoulême, et pour fêter ça, une bonne petite polémique des familles autour de l'expo de Bastien Vivès, accusé d'apologie de la pédophilie par quelques associations. Je vais vous mettre le lien de Télérama sur le sujet. Bastien Vivès, dont le nom m'interpelle d'ailleurs si l'on considère qu'ayant été victime d'un pédophile enfant, je parle de moi, comme beaucoup de victimes, j'ai eu en différents moments de ma vie, pour cette raison, le sentiment d'être intérieurement morte. Vivès, donc, fait l'objet d'une poursuite par certaines associations pour apologie de la pédophilie. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Pardon, je vais trompé. On ne dit plus, on ne peut plus rien BDiser, j'aurais pu dire dessiner. La vraie question que je me pose en réalité ce matin est la suivante, enfin que je me posais à 5 heures quand j'ai rédigé ma chronique. Est-ce qu'en tant que lectrice insuffisante de livres, je suis légitime pour parler de bouquins ou d'auteurs? Pour les mêmes raisons, en tant que lectrice insuffisante de BD, au point que j'en ai acheté encore récemment, que je ne trouve pas le temps de lire, je suis la mieux placée pour parler d'une part de ce festival et d'autre part de cette polémique. C'est vraiment la question que je me pose ce matin, enfin que je me posais. Mais j'ai bien vite trouvé la solution. La réponse est oui, 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 absolument. En effet, que la BD soit un moyen hors pair pour rendre accessibles des sujets qui peuvent sembler rébarbatifs est un fait que j'avais développé il y a bien des années. Et pour cause, l'un de ceux qui ait cru en moi quand j'étais ado était mon prof d'histoire de l'art, qui s'appelait Hervé Lacoste et qui était dessinateur de BD. Si l'on observe à quel point aujourd'hui l'importance que prend la BD, culturellement, est formidablement positive, ainsi on observe que c'est bien au-delà de son lectorat qu'on en parle. Alors, au nom de ce non-lectorat, je suis légitime. Hier, j'entendais sur France Inter Enki Bilal, qui a été interrogé sur cette censure, prendre la défense du dessinateur en poussant le bouchon jusqu'à prétendre qu'un dessinateur doit être un dictateur. Je comprends cette position en tant qu'artiste. Il y a une part de provocation là-dedans quand même. Il oublie simplement justement que la seule censure qui est recevable en démocratie, c'est celle qu'on s'impose à soi-même. Je sais, la liberté d'expression, gna gna gna. Mais juste une petite parenthèse là. On peut se demander par exemple si un dessinateur qui raconterait dans sa BD le fait de suivre les petites vieilles en ville, de les tabasser, puis lui piquer son sac et puis la battre à mort, et puis il raconte que ça lui fait du bien. Voilà. Il raconte ça en BD. Est-ce que ça serait autant sujet à polémique ou pas? C'est ça que j'aimerais... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant en fait de se poser comme question. Bref, dans la réalité des faits, il n'existe aucun dessinateur qui, de façon non avouée, ne se censure un tant soit peu. Et cette position vaut tout autant côté humoriste. Simplement, c'est une position que bien peu d'artistes assument. Ben oui, ça fait pas bien. Ça fait pas bien. Ça fait pas bien. Même au sein de l'équipe de Charlie Hebdo, par exemple, quand ils travaillent, je pense que c'est toujours comme ça maintenant, que je lis pas, je reconnais malheureusement, parce que je trouve pas le temps, comme le reste. Au sein de tout le monde amène ses dessins quand ils sont en conférence de rédaction. Ils en choisissent certains et ils n'en choisissent pas d'autres. Voilà. Bon. Est-ce que ça doit être considéré pour autant comme une forme de censure ou pas? Ça prête à jugement et interprétation. Moi, je considère que c'est pas une forme de censure, mais quand on choisit soi-même en tant qu'artiste ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, est-ce qu'on s'auto-censure ou pas? Honnêtement, moi, je suis absolument persuadée que chaque artiste, d'une certaine façon, s'auto-censure, même s'il le refuse de le reconnaître. Bon, maintenant, peut-être que je me trompe. Hein. Simplement, c'est une position que bien peu d'artistes assument. En son âme et conscience, c'est à l'artiste lui-même de régler en son fort intérieur jusqu'où il peut pousser le bouchon ou pas, il me semble. Il lui appartient, je parle de tout artiste, toute catégorie, puisque la BD ne fait pas exception, de se poser la simple question qui suit. Si j'ai envie de traiter de tels sujets, qu'est-ce que je cherche à provoquer chez mon lecteur? Est-ce que ça n'est pas ma satisfaction personnelle, uniquement et strictement, que je privilégie? Est-ce que je dois me soucier un minimum
de ce que ça peut provoquer chez autrui ou pas. Il faut reconnaître que de choisir de ne prendre aucun risque équivaut aussi à se vautrer le plus sûrement possible, puisque par définition, ce qui correspond à ce que le public attend, c'est aussi ce qui dérange. Parce que c'est comme ça que le lecteur, que le regardeur, comment dire, règle aussi les problèmes qu'il peut avoir, lui, face à certains faits de société, par exemple. Mais justement, on doit aussi peut-être en tenir compte, je sais pas. Est-ce que si je souhaite et revendique haut et fort de choquer, ce qui est l'essence même d'un artiste en théorie, souvent, gratter là où ça dérange, est-ce que je le fais pour de bonnes raisons? Est-ce que je ne le fais pas que pour de sombres raisons purement mercantiles? Si, ça existe. Voyez comment ça se passe du côté du rap, par exemple. Et je n'ai qu'une envie, foutre la merde pour de mauvaises raisons, alors que je sais qu'en aucune façon ça ne réglera les sombres raisons que je suis seul à connaître, qui sont à l'origine du fait que j'en éprouve le besoin. Oui, je sais, ça fait beaucoup de questions, mais ce sont pourtant des questions légitimes et existentielles. Je ne crois pas personnellement, totalement, je dois avouer, au fait que de satisfaire ces pulsions, j'ai bien dit pulsions artistiques, puisque la création, je le rappelle, c'est aussi une histoire de libido, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, sans se poser la moindre question, soit un contexte, un lapsus révélateur, soit un contexte créatif qui soit sain pour soi-même en tant qu'artiste. J'extrapole un peu. Quelqu'un vous a fait du mal, gravement. Est-ce que de se venger par œuvre interposée serait la solution? Ça peut l'être, hein. Ça peut l'être. Je pense que ça peut l'être plus facilement si ça se passe sur scène de façon ponctuelle que de façon gravée dans le marbre sur un enregistrement qui est vendu, etc. Parce que là, en littérature, ça amène de sacrés emmerdements. Et c'est un très mauvais calcul en littérature, ça c'est mon point de vue. Là, je me mouille parce que j'en parle après. Ça peut fonctionner, mais sur le long terme, j'ai des doutes. On peut parler de ce sujet en littérature, notamment, c'est un sujet philosophique passionnant. Ça doit se produire, mais la question mérite d'être posée à soi-même. Ce qui se passe dans la tête d'un artiste dont je fais partie, je le rappelle, est plus complexe qu'on ne le soupçonne, où le bien et le mal souvent cohabitent, où l'on règle des comptes souvent avec des ennemis soit imaginaires, soit bien réels, qui ont hanté ou visiblement, peut-être, hantent encore les artistes en question. Certains artistes sont assez cons, je dis bien assez cons, pour se satisfaire de ne se nourrir que de leur névrose et de leur souffrance comme carburant, persuadés qu'ils sont que d'aller régler ça devant le psy tarira à tout jamais leur source d'inspiration. C'était une position qui était notamment extrêmement connue chez les hippies, etc., dans les années 70. Ça faisait fureur. Je veux dire, consulter un psy, c'était la trahison suprême, en fait. Non, on se roule bien dans sa merde. Hein. C'était quand même ça, la politique à l'époque. Hein. Mais ça a changé quand même depuis. On appelle ça la résistance intellectuelle en psychanalyse. Oui, j'ai bien dit assez con. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Alors ça, je l'ai vraiment vécu en plus. Hein. Car libérer un minimum de ses propres souffrances, on décuple alors, par l'énergie libérée, sa capacité à créer. Moi, j'ai le sentiment, par exemple, d'être devenu artiste parce que j'ai souffert, et parce que j'ai vraiment beaucoup souffert, et que ce qui m'a libérée, en fait, c'est justement de déposer mon pactage à côté. Déposer mon pactage en écrivant à Thomas Fersen, mais en second lieu, mais surtout par le travail que j'ai fait en psychothérapie. Et le fait de travailler en psychothérapie, et puis aussi d'écrire à Thomas Fersen, a fait que d'un seul coup, ça a libéré une énergie considérable, parce que gérer sa souffrance, ça bouffe une énergie mais incroyable. Et cette énergie-là, du coup, vous ne l'avez pas pour autre chose, notamment pour créer. Donc c'est pour ça que c'est un très mauvais calcul de raisonner comme ça. Que certains artistes aient une image d'eux-mêmes tellement mégalo qu'ils pensent ne rien avoir à apprendre de qui que ce soit, et moins encore d'un psy, pensez donc. Moi, quand je peins, j'ai quelques critères. Que j'ai le sentiment que quelque part, par les mots ou la phrase que je calligraphie, j'envoie un message, pas toujours très aimable d'ailleurs. Je rigole parce que je vais bien, mais ça m'arrive de morfler un peu, et je règle mes comptes par calligramme interposé.
dont je suis quelquefois l'autrice, mais pas toujours, me soulage le cœur, et que je me sente plus légère ainsi. C'est quand même comme ça que je me suis débarrassée de la pédophilie, je vous signale. En ce sens, je suis artiste, et c'est en ce sens exclusivement que je le revendique, et pas par le fait que j'exposerai ou pas, ou que je sois professionnelle ou pas, ce que je suis, ce qui, hélas, n'arrive que trop peu. Alors, je parle d'exposer, alors que je suis productive, je parle là d'exposer, je cherche toujours des lieux d'exposition pour le cas où certains n'ont pas encore reçu le message. Techniquement aussi, un calligramme réussi, en ce qui me concerne, doit m'avoir procuré le plaisir d'avoir expérimenté quelque chose de nouveau, techniquement. Petit détail que je suis la seule quasiment à connaître, excepté avec Thomas, évidemment, qui lui est au courant, mais autrement, je n'en parle jamais à qui que ce soit, en général. À chaque fois, il faut que j'ai le sentiment tiens, c'était tel machin, tiens, j'ai essayé ça. Il faut que j'essaye un truc, quoi. Alors, des fois, j'essaye un truc et ça fait de la merde, hein, enfin. Mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est de s'amuser et d'y trouver quelque chose, quoi. Bref. Si je ne défriche pas quelque chose, je suis alors insatisfaite. Peignant, si je n'ai pas le sentiment de risquer de me vautrer alors que je marche sur un fil, alors je suis déçu. Petit exemple, là je peins en ce moment, la gratitude n'est pas une maladie de peau. Je répète, la gratitude n'est pas une maladie de peau. Alors je rigole parce que je l'ai en stock depuis pas mal de temps, mais je ne trouvais pas le temps. Et là je suis sur mon fil, là, je suis à mi-chemin entre le fait de me vautrer et le fait de réussir. Mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Bref, peignant, si je n'ai pas le sentiment de risquer de me vautrer alors que je marche sur un fil, alors je suis déçu. Être artiste, c'est marcher sur ce fil. Et pour en revenir à la réflexion de Enki Bilal, j'ose espérer qu'il n'est là que dans la provocation, lui aussi. Oui, ou bien alors, il est aussi con qu'il est célèbre. Ce qui n'est pas à exclure. L'un n'empêche pas l'autre. Mais revenons-en à la polémique proéminente. Les éditeurs ont une importance qui est sous-estimée. Je crois beaucoup personnellement à la notion de confiance entre les auteurs et leurs éditeurs, et plus largement que dans le cadre de la BD. Oui, moi, Françoise, artiste calligraphe, j'ose dire qu'Enki Bilal peut aussi être un gros connard. J'ai pas dit qu'il l'était, hein. J'ai dit qu'il pouvait l'être. Il a encore toutes les chances. Ça me pose mais alors aucun problème, hein. Quand se calme. Je trouve ça très amusant, comme vous pouvez le constater aussi. Bref. Où est-ce que j'en étais? Des problèmes internes. Ouais. Quand ce dernier reçoit son auteur, je parle de l'éditeur, je crois beaucoup personnellement à la notion de confiance entre les auteurs et leurs éditeurs, et plus largement que dans le cadre de la BD. Je parle là aussi de moi en tant qu'autrice avec mon éditeur. Quand ce dernier reçoit son auteur physiquement, il y a certaines conversations et certains propos qui doivent être tenus. Oui, non, mais je rigole parce que... non, mais je pense à une de mes filles, c'est pour ça. Des problèmes internes qui doivent être abordés pour peu que cette confiance soit bien réelle. Oui, je trouve que c'est fondamental. Et moi, j'ai un éditeur, je suis quand même à 5 bouquins là. Je n'ai jamais vu la tête de mon éditeur et je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Ça en dit long. Ça, on est d'accord. Oui. Où est-ce que le fait d'avoir été trop tôt... Des problèmes internes qui doivent être abordés pour peu que cette confiance soit bien réelle. Où est-ce que le fait d'avoir été trop tôt bankable, je parle là de Vives, justifie à lui seul qu'on lâche les chiens, purement et simplement, dans le seul et unique objectif de satisfaire un instinct pervers chez un artiste. Oui, j'ai bien dit pervers. Si j'en crois les détails qui ont été donnés hier après-midi sur France Inter et qui, hélas, ne font aucun doute sur le fait qu'il s'agisse bien là d'apologie de la pédophilie. Quant aux organisateurs du festival, je dois avouer que je suis déçue. Déçue qu'eux aussi n'aient pas choisi quelqu'un d'autre, tout simplement. Est-ce qu'eux aussi craignent d'être observés alors comme censeurs? Et depuis quand, dites-moi, de la part d'un programmateur, choisir tel artiste ou tel autre devait-il être lu comme une forme de censure? C'est moi qui avance cette théorie, mais bon. Le vrai problème, en vérité, même si je comprends que cette censure pose problème, réside dans le fait qu'il faut aussi que les programmateurs prennent leurs responsabilités. Quand un service culturel refuse tel artiste au bénéfice de tel autre, pour des raisons politiques, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que c'est légitime ou pas? Quand dans une ville, la municipalité refuse de louer telle salle à tel politique ou pas, qu'est-ce qu'ils en pensent?
Moi, je trouve ça légitime, mais ça n'engage que moi. Pour le festival d'Angoulême, eh bien c'est pareil. Oui, vous aurez remarqué que ça pose beaucoup de questions, effectivement. Et pour cause. Accepter d'observer que la complexité de certains problèmes induit qu'ils ne peuvent être résolus en aucune façon de façon simple et tranchée est une forme de courage. Courage que personnellement je revendique. Alors effectivement, le choix de la censure, c'est une forme de censure, effectivement, c'est une façon tranchée de résoudre le problème. Mais une fois que vous cassez un œuf pour faire une omelette, vous ne pouvez pas le remettre dans l'œuf, quoi. Hein, c'est comme le Brexit, en fait. Ben oui, c'est comme le Brexit. Comment est-ce qu'on ferme ça? Comment est-ce qu'on ferme? Il n'y a pas de... J'arrive plus à fermer. Ah si, je sais, c'est là.